Le tuyau d'arrosage me glissa des mains et s'enroula comme un serpent autour de ma botte, l'eau sifflant encore en un filet paresseux. Le soleil me réchauffait le dos, les plants de tomates étaient trempés et luisants. Mais en moi, tout était devenu froid. Je fixais l'écran de mon téléphone, relisant le message encore et encore, espérant bêtement l'avoir mal interprété. « Dis donc, papa. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au mariage. Tu ne t'entendrais probablement pas avec maman et Raymond. J'espère que tu comprends. » Pas de ponctuation, pas de douceur, juste un bref congédiement sec de la part du garçon que j'avais élevé. Le garçon dont j'avais apaisé les cauchemars, dont j'avais bandé les genoux écorchés, dont j'avais payé le smoking du lycée quand Marissa avait dit que c'était trop. Ce même garçon me réduisait maintenant à un conflit à éviter. Non pas un père à honorer, mais une complication à gérer. L'eau du tuyau avait commencé à me tirer des pieds, s'infiltrant dans la terre en cercle lent et de plus en plus large. Je me suis penché, plus par habitude que par intention, et j'ai fermé le robinet, enroulant le tuyau machinalement. Mais j'avais l'impression que ma poitrine se serrait, comme si quelqu'un avait fouillé dans ma cage thoracique et en avait retiré quelque chose d'essentiel. Je ne savais même pas par où commencer. Colère, tristesse, confusion. Liam n'avait même pas appelé. Il avait envoyé un message, un texto, sans voix, sans contact visuel, sans possibilité de conversation. J'avais tout donné à ce garçon. Quand Marissa est partie, c'est moi qui suis resté. J'ai préparé les déjeuners, assisté aux réunions parents-professeurs, appris à faire un nœud Windsor pour qu'il n'aille pas au bal de promo avec l'air d'une amatrice. J'ai raté des promotions et des petits boulots juste pour assister à ces matchs de foot. Et maintenant, j'étais une pensée secondaire. Je me suis assise sur le banc en bois près du jardin, celui-là même que Liam et moi avions construit un après-midi d'été quand il avait 11 ans. Il tenait les vis, prêt à aider, demandant toujours « C'est bon, papa ?» À l'époque, j'étais tout son univers. Comment passe-t-on de ça à être exclu de son plus grand jour? Mes doigts étaient encore crispés sur le téléphone. J'ai ouvert la conversation avec lui. Des dizaines de vieux textos datant des mois passés. Des photos de lui et Aubrey, des mèmes amusants, des rappels pour appeler grand-mère pour son anniversaire. Ce n'était pas grand-chose, mais j'avais quand même ressenti une connexion. Je pensais que tout allait bien entre nous. Pas parfait, mais bien. Je ne me doutais pas que cela allait arriver. J'ai essayé d'imaginer comment la conversation s'était déroulée avec Marissa et Raymond. S'étaient-ils tous assis ensemble et avaient-ils décidé que je ne correspondais pas à l'esthétique? Étais-je trop simple, trop authentique, trop chargé de vieux souvenirs qu'il préférerait oublier? J'imaginais Raymond avec sa coupe de cheveux lisses, ses chemises de créateur, ses remarques désinvoltes sur le fait que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas comment les choses fonctionnent de nos jours. Il ne le disait jamais ouvertement, mais sa posture criait toujours que j'étais inférieur à lui. Et Marissa. Elle était devenue une étrangère, froide, la langue acérée, toujours avec des sourires crispés. Il y a des années, nous étions deux rêveurs fauchés essayant de construire une vie. Mais une fois sa promotion obtenue et sa rencontre avec Raymond, elle a semblé effacer la vie que nous avions construite ensemble. Pourtant, je restais cordial avec Liam. Toujours avec Liam. Et qu'est-ce que ça m'a valu? Un message. Un congédiement désinvolte. J'ai pris une inspiration. Le genre de message censé vous calmer mais qui finit par vous prendre à la gorge. Le jardin me semblait plus petit, le ciel plus terne. Je fixais la terre sous les tomates, me souvenant comment Liam m'aidait à creuser des trous pour les semis. Il portait ses gants en plastique ridicules qui ne lui allaient jamais et s'aspergeaient plus d'eau que les plantes. Après, on s'asseyait dehors et on buvait de la limonade. Il avait dit un jour, « Je veux avoir un jardin comme celui-ci quand j'aurai une maison. » J'ai souri à ce souvenir. Puis le sourire s'est estompé. Cette maison, elle viendrait avec Aubrey et un mariage. Un mariage auquel je n'étais pas la bienvenue. J'ai pensé à lui répondre par SMS, quelque chose de calme, de raisonnable. Mais chaque brouillon que je tapais me semblait une supplique, et je refusais de supplier pour faire partie de la vie de mon fils. Le soleil baissait dans le ciel. Je me suis levé et j'ai épousseté la terre de mon jean, mon téléphone toujours à la main. Je suis rentré dans la maison, silencieuse, modeste, mais chargée d'années de souvenirs. Les trophées de Liam jonchaient encore l'étagère du couloir. Sa chambre, devenue chambre d'amis, portait encore les marques d'usure sur la porte, du temps où il jouait au basket dessus en faisant ses devoirs. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, à regarder tout et rien.
Je me suis finalement assise à la table de la cuisine, le cœur encore lourd. Le réfrigérateur ronronnait doucement derrière moi. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire. L'appeler, exiger des explications, venir quand même. Mais la vérité s'est installée en moi comme du ciment frais. Si quelqu'un vous dit qu'il ne veut pas de vous, croyez-le, même si ça fait mal. J'ai fermé les yeux et laissé la douleur faire son œuvre. Ça faisait mal, certes, mais il y avait aussi de la clarté. Il fallait que j'arrête de faire comme si c'était un malentendu. Ce n'en était pas un. C'était une décision. Il ne voulait pas de moi au mariage. Même pas au dernier rang. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'en avais assez de m'imposer dans des espaces où j'étais seulement toléré. Je n'étais pas juste le genre de personne qui payait pour des choses ou souriait malgré son inconfort pour rester courtois. J'étais un homme qui avait élevé seul un fils. J'avais de la valeur, de la dignité, et s'il ne le voyait pas, si Liam ne le voyait pas, alors peut-être devais-je commencer à vivre pour quelqu'un d'autre. Moi. Cette prise de conscience n'a pas apaisé la douleur, mais elle l'a façonnée. Je pouvais la porter maintenant. Je n'allais pas m'emporter, je ne ferais pas de scène. Je ne le culpabiliserais pas. Je ferais simplement la seule chose qu'aucun d'eux n'attendait, disparaître de leurs attentes. Le texto m'avait exclu du mariage. D'accord, mais ça ne voulait pas dire qu'il devait me couper de la vie. J'ouvre mon ordinateur portable, non pas pour envoyer un email à Liam, ni pour quémander une place, mais pour regarder quelque chose de complètement différent, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Un formulaire de renouvellement de passeport. Si je n'allais pas au mariage, j'irais peut-être dans un endroit qui m'accueillerait, même si ce n'était que la paix. Je suis arrivé à Silverwood Hall par un samedi matin frais, le soleil dorant les avant-toits, promesse de célébration. Même l'allée de gravier semblait scintiller, comme si le domaine lui-même comprenait que sa vocation était d'accueillir les plus beaux moments de la vie. J'ai garé ma voiture, une vieille berline rafistolée au fil des ans, et j'ai marché sur les dalles, ajustant ma cravate et inspirant profondément. Je me suis répété mentalement le sourire facile que j'adresserais à mon ex-femme, Marissa, et le signe de tête polie que j'offrirais à Raymond, son nouveau mari. En trouvant ma place, j'ai imaginé Liam à l'hôtel, le visage illuminé par l'impatience. Il avait dit un jour que ma présence ajouterait du sens à chaque instant, si seulement il l'avait pensé. En franchissant la grande entrée, je me suis souvenu de la première fois où j'avais mis les pieds dans cette majestueuse salle de bal. C'était une fête de Noël, et Liam avait crié de joie devant les lumières scintillantes. Marissa et moi avions dansé jusque tard dans la nuit, enveloppés par la magie des fêtes et nos jeunes rêves. À l'époque, l'avenir semblait sans limite. Un silence glacial m'accueillit alors que je passais devant la réception où une organisatrice de mariage me lança un regard presque ennuyeux. Je m'éclaircis la gorge et dis, « Je suis ici pour le mariage de mon fils. » L'organisatrice haussa un sourcil et me tendit une petite carte avec mon nom inscrit en lettres majuscules au-dessus de l'inscription, « Dernier rang, siège 17. » Pas d'accueil chaleureux, pas de réconfort. J'avais l'impression d'être dans un hôtel où quelqu'un avait déjà décidé que je n'avais pas ma place. Je traversais le couloir caverneux bordé de portraits d'ancêtres sévères, chacun me jugeant à travers le temps. La moquette étouffait mes pas, mais je percevais encore les conversations chuchotées qui m'attendaient. Deux demoiselles d'honneur se tenaient près de la porte de la salle de cérémonie, ajustant leurs robes. Elles me jetèrent un coup d'œil, et l'une d'elles esquissa un sourire pincé qui s'évanouit rapidement. Cela suffisait à me rappeler les années où j'avais toléré les remarques désinvoltes de Raymond. Ces insinuations subtiles selon lesquelles j'avais mal élevé Liam, que j'étais trop démodé, trop direct. J'avais gardé le silence pour Liam, mais ce silence m'avait coûté plus cher que je ne le pensais. Jetant un coup d'œil par la porte, j'aperçus les rangées de chaises blanches, chacune ornée d'une rose pâle. L'allée s'étendait vers une arche drapée de verdure, sous laquelle Liam allait bientôt se marier avec Aubrey. Les invités avaient déjà commencé à occuper les sièges. Les collègues de Marissa en costumes élégants, les amis de Raymond en talons de créateur, et des parents éloignés que je ne connaissais que de nom. Il n'y avait pas de place pour moi au premier rang. Au lieu de cela, une chaise solitaire m'attendait dans le bloc 17, rangée 11, suffisamment loin pour que je sois invisible si j'essayais. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant mon fils se retourner et m'apercevoir. C'était un petit fantasme plein d'espoir. Puis je les ai rouverts et suis entré. La cérémonie a commencé sur une musique douce, délicate comme un soupir. J'ai écouté les notes résonner sur la voûte, m'ancrant dans l'instant.
La mère de Liam agitait son éventail et s'essuyait les yeux avec un mouchoir en soie, tandis que Raymond se tenait à ses côtés, l'expression indéchiffrable. J'ai aperçu Liam alors qu'il émergeait de derrière les rideaux, et son regard a croisé le mien l'espace d'une seconde. Il semblait incertain, comme s'il avait oublié pourquoi il m'avait invité. Puis il a reporté son attention sur moi, et l'instant s'est envolé. J'avais la poitrine serrée. Je me suis forcé à décroiser les bras et à me redresser, refusant de me fondre dans le décor. On échangea des vœux, on se serra les mains, on versa des larmes. J'écoutais la voix de Liam trembler d'émotion tandis qu'il parlait d'amour, d'espoir, de construction d'un avenir. J'aurais voulu me lever et lever les bras pour l'encourager et lui rappeler tout le chemin parcouru. Au lieu de cela, je serrais les poings sur mes genoux, retenant un sanglot qui menaçait de jaillir. Si j'avais été plus près, j'aurais pu tendre la main et toucher son épaule. J'aurais pu faire partie de l'histoire qu'il racontait. Au lieu de cela, je me suis assis seul au dernier rang, étranger à ce moment précis que j'avais contribué à construire. À la fin de la cérémonie, les invités se levèrent et applaudirent, se répandant dans la cour pour siroter du champagne et saluer les nouveaux mariés. Je restais assis, les yeux rivés sur l'allée vide. J'eus envie de me lever et d'aller vers eux, de poser ma main sur le bras de Liam et de dire « Je suis fier de toi, mon fils ». Mais je suis resté immobile, conscient que tout geste de ma part me paraîtrait forcé, une imploration désespérée de reconnaissance. J'ai plutôt reconnu le poids que j'avais porté ici. Des années de compromis, de politesse quand j'étais blessé, de m'être plié à des formes inadaptées. À cet instant, j'ai compris que je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à ceux qui me jugeaient déjà jetable. Alors que la foule se raréfiait et que le soleil montait, je me suis enfin levé. J'ai lissé ma veste, ajusté ma cravate et fourré mes mains dans mes poches. Je me suis dirigé vers la sortie sans un regard en arrière, m'engageant sur l'allée de gravier et sentant le craquement sous mes chaussures. Le monde au-delà de ces portes m'attendait, ouvert, vaste, libre de tout jugement murmuré. J'ai respiré l'air frais, le parfum des roses en fleurs se mêlant à la légère odeur de l'air marin lointain. Mon cœur, autrefois lourd de rejet, était désormais empreint d'une tranquille certitude. J'avais honoré les vœux de mon fils en étant ici. Il était temps maintenant d'honorer les miens en lâchant prise. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai envoyé un nouveau message à Liam. Félicitations. Je t'aime. Aucune exigence, aucune amertume, juste 5 mots qui avaient une signification profonde. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai tourné le dos à la salle où je m'étais senti mal accueilli. Devant moi s'étendait un monde de possibilités, et je m'y suis dirigé d'un pas assuré et le cœur ouvert. Prête pour le prochain chapitre de ma vie. Je me suis assise à mon bureau sous la faible lumière de la lampe de bureau. Le chèque final pour Silverwood Hall s'étalait devant moi comme une relique d'une vie que je croyais avoir vécue. 45 000 $ en chiffres bien nets, prêts à accueillir le jour du mariage de mon fils. La table était encombrée de contrats fournisseurs et de factures pro forma, de fleuristes, de traiteurs, de photographes, chacun témoignant des nuits blanches que j'avais passées à calculer les coûts et à négocier les conditions. J'avais écouté attentivement Liam décrire sa vision. Des nappes ivoires, des lustres en cristal, un quatuor à cordes jouant le canon de Pachel. Ce sera parfait, papa, avait-il dit, les yeux brillants. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Même si une petite voix intérieure me murmurait que la perfection était rarement gratuite. Quand Liam m'a demandé de l'aide il y a quelques mois, je me suis senti honoré. Il m'a confié les budgets, les feuilles de calcul et les appels téléphoniques. Tu es doué avec les chiffres, m'avait-il dit en me tendant le dossier financier et en me prévenant sévèrement que tout devait être précis. La précision avait toujours été mon point fort. Équilibrer les comptes de ma petite entreprise, planifier notre budget d'épicerie, prélever les frais de scolarité sur mon salaire alors que Marissa insistait sur le fait que c'était trop lourd. Mais là, c'était différent. C'était son mariage. J'ai ressenti une grande fierté en voyant chaque fournisseur pousser un soupir de soulagement lorsque je leur assurais que le paiement arriverait à temps. J'ai réservé le DJ, marchandé pour un surclassement avec un orchestre de 12 musiciens à prix réduit, et j'ai même négocié la moitié du prix ou des déductions s'ils incluaient du caviar supplémentaire pour tant de bêtes. Chaque appel se terminait par un merci reconnaissant, Monsieur Monroe, et je les ai salués comme des cadeaux. L'enveloppe contenant le chèque est arrivée un mardi après-midi. J'étais à la maison en train d'essayer d'assembler une étagère pour la cuisine qui restait toujours tremblante. Le facteur me tendit l'épaisse enveloppe en papier craft et je reconnus immédiatement l'écriture soignée de Liam.
Assise près de l'îlot central de la cuisine, courrier non ouvert et outils égarés, je glissai l'enveloppe avec un coupe-papier. À l'intérieur se trouvait un mot de la main de Liam, « Merci pour tout, papa. J'ai hâte de te voir au mariage. Bisous, Liam. » En dessous se trouvait le chèque, impeccable et prêt. Mon cœur se gonflait, débordant d'amour et d'impatience. J'imaginais sa mariée descendre dans l'allée, les yeux de sa mère embués de larmes, et moi assise au premier rang, le père du marié rayonnant de fierté. Ce soir-là, je déposai le chèque dans une boîte en cèdre, à côté de photos. Le premier jour de maternelle de Liam, sa remise de diplôme, la photo du bal de promo, sur laquelle il ressemblait plus à un homme qu'à un garçon. Je sentis le lourd couvercle se refermer sur les souvenirs et l'argent, et je me disais que c'était le plus heureux que j'ai jamais connu. Et à bien des égards. À bien des égards, c'était vrai. Assurer le bonheur de mon fils me semblait un objectif sans égal. Le message est arrivé 2 soirs plus tard, à 21h17, alors que je fermais mon bureau après une longue journée au magasin. Mon pouce effleura l'écran avec une aisance maîtrisée. Papa, maman et Raymond ne veulent pas que tu te mêles du financement du mariage. Comprenez-moi bien. Je fixai le message, l'incrédulité planant dans l'air comme un écho oublié. Mon esprit repassa nos conversations. Je passai en revue les longues heures passées sur des feuilles de calcul, les emails des fournisseurs, les appels téléphoniques. Plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Je ne veux pas que tu te mêles de ça. Du jour au lendemain, ma contribution, mon amour exprimé en dollars, fut dévaluée. Je posai le téléphone et laissai échapper un soupir que je ne savais pas retenir. Le magasin était vide et sombre, à l'exception de la seule lumière fluorescente au-dessus de mon bureau, qui bourdonnait doucement comme un oiseau blessé. Je fis glisser la chaise de bureau et ouvris un tiroir du classeur, fouillant dedans. Je trottai dans mes poches jusqu'à ce que je trouve le contrat stipulant le paiement pour le vendredi 25 juillet. Mon doigt parcourut la clause garantissant le paiement de notre loyer des réceptions du dernier chèque. À chaque mot lu, la trahison s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. Ce soir-là, je portai la lourde enveloppe jusqu'à la véranda, le parquet grinçant sous mes pieds. La brise apportait le parfum du jasmin du buisson voisin, mais même ce parfum était imprégné de ma douleur. Je déposai l'enveloppe sur la balustrade et la fixai comme si elle était devenue la propriété de quelqu'un d'autre, un artefact appartenant à une mémoire que je n'avais plus le droit de revendiquer. J'appuyai mon pouce sur le bord du papier et sentis les tendons se soulever sous ma peau. Lentement, je déchirai le bord perforé, regardant le chèque se diviser en 2 moitiés qui tombèrent au sol. Le bruit était saisissant dans la nuit silencieuse. Les morceaux voletaient au vent et atterrissaient sur les lattes de bois comme des confettis. L'espace d'un instant, je restais là, la poitrine haletante, tandis que le dernier chèque tombait. Les vestiges du mariage de mon fils dansaient au vent. Une partie de moi avait envie de ramasser le papier et de le serrer contre ma poitrine. Mais une autre partie, peut-être la plus sincère, ressentait un soulagement intense. J'avais honoré la demande initiale de mon fils. Je n'y assisterais pas, et maintenant je n'étais plus obligé de payer. Je me suis penché, j'ai ramassé le papier déchiré et je l'ai jeté dans les haies, le regardant disparaître parmi les feuilles. De retour à l'intérieur, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran reflétait mes yeux fatigués et l'enveloppe vide posée sur le comptoir derrière moi. J'ai consulté un site de voyage que j'avais ajouté à mes favoris des années auparavant, mais que je n'avais jamais eu le courage d'utiliser. Mon cœur battait la chamade en cherchant des croisières autour du monde de 6 mois, le genre de croisière qui me paraissait extravagante mais étrangement appropriée compte tenu de ma soudaine libération. Pendant que Marissa et Raymond s'occupaient d'organiser un mariage sans moi, je pouvais tracer la route à travers la Méditerranée, explorer des temples en Asie, admirer des couchers de soleil sur l'océan Indien. Je m'imaginais me réveiller avec la brise du pont à Lisbonne. Savourer des pâtisseries à Marseille, puis admirer le soleil se coucher sous les tours d'Alexandrie. En parcourant les cabines et les itinéraires, un calme absolu m'envahit. Chaque destination ajoutée à ma carte un vol par-ci, une réservation par-là me donnait l'impression de retrouver une part de moi-même perdue dans le labyrinthe des obligations matrimoniales. Le coût total avoisinait les 45 000 $, soit le même montant que le chèque que j'avais déchiré. Lorsque j'ai cliqué sur « Confirmer », l'écran a affiché le message suivant « Merci pour votre réservation. Préparez-vous à embarquer pour le voyage d'une vie. » Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale semblaient célébrer avec moi.
Dans le creux creusé par la solitude, une nouvelle résolution a pris racine. Je remplirai mes journées de découverte plutôt que de désirs. Avec des horizons plutôt que des invitations, Marissa organiserait sa fête. Mon fils se tiendrait devant son hôtel. Mais je serais ailleurs, quelque part qui m'accueillerait, quelque part où je me sentirais chez moi. J'ai éteint l'ordinateur portable et me suis levé, sentant le poids de l'anticipation s'installer agréablement dans ma poitrine. Le monde au-delà de ma porte m'appelait, vaste et inconnu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans m'excuser. Ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse. Le seul bruit était le doux bourdonnement du réfrigérateur et le chant lointain des grillons dehors. Je n'ai allumé aucune lumière. Au lieu de cela, je me suis assise dans la douce lueur de l'îlot de cuisine. Les morceaux déchirés du carreau de mariage jonchaient le sol stratifié comme des confettis lancés par un destin cruel. Mes mains planèrent un instant sur les morceaux de papier avant de me pencher et de les jeter à la poubelle. Comme si je me débarrassais non seulement du chèque, mais de toutes les attentes que j'avais nourries pendant des mois. Je refermai le couvercle et entendis le léger clic de la finalité. Un signe de ponctuation sur un chapitre n'en faisait plus partie. Je m'assis et croisai les mains sur la table, dont la surface était creusée par des années de devoirs, de repas tardifs et de rires en famille. Maintenant, dans ce silence, elle me semblait vaste et vide. Un nœud de colère et de tristesse me serrait la poitrine, mais je refusais de le laisser éclater. J'avais appris depuis longtemps que les scènes changent rarement les esprits. Elles ne faisaient qu'approfondir les divisions. Si je voulais retrouver ma confiance en moi, j'avais besoin de clarté et de calme, pas d'explosion dramatique. Alors, je m'assis, les épaules détendues, respirant régulièrement, consciente de chaque battement de mon cœur. Dans la lumière tamisée, je m'autorisais à reconnaître la douleur du rejet. Mon fils m'avait effacé de son épreuve. Comme s'il m'effaçait de sa vie. Cela me faisait plus mal que n'importe quelle conversation directe, car un texto ne pouvait jamais contenir la nuance du chagrin d'un père. Mais parallèlement à cette douleur, un sentiment plus profond commençait à germer. Une graine de possibilité, nourrie par la certitude que je n'avais plus besoin de me produire pour obtenir leur approbation. J'étais libre de choisir une autre voie. J'ai saisi mon ordinateur portable, dont la surface était froide sous mes doigts en l'ouvrant, et j'ai hésité sur le clavier. Un document vierge brillait à l'écran, le curseur clignotant comme une question silencieuse. Et ensuite? La question me trottait dans la tête. Pendant des années, j'avais canalisé mon amour pour mon fils, sacrifiant temps, argent et rêves personnels pour que sa vie rayonne. Maintenant qu'il ne voulait plus de ma présence, j'avais un choix à faire, continuer à m'investir dans des obligations qui déchiraient ma dignité ou construire quelque chose de nouveau rien que pour moi. Je pensais aux brochures de voyage rangées dans le tiroir de mon bureau, celles que je collectionnais dans mes moments d'oisiveté, rêvant de contrées lointaines. Je me souvenais de mon silence lorsque ces rêves s'étaient figés. Mis à part. Un jour, je l'avais promis, mais ce jour-là avait tendance à s'évaporer sous les pressions de la vie. Maintenant libéré des préparatifs de mariage et des attentes non désirées, je pouvais enfin donner vie à ces fantasmes mis de côté. J'ai fermé les yeux et imaginé la carte du monde scotchée au mur de mon bureau. Chaque punaise représentait un endroit que je rêvais de voir. Les vignobles de Toscane zébrés de soleil. Les fjords de Norvège balayés par le vent. Les marchés nocturnes animés de Bangkok. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et en ai sorti le dossier jauni de manille, intitulé « Passeport et voyage ». À l'intérieur se trouvait mon passeport expiré, un guide touristique en lambeaux sur l'Islande et une brochure pour une croisière autour du monde de 6 mois. J'ai feuilleté le livret de croisière, les photos brillantes de baies turquoises et de ruines antiques enflammant mon imagination. Là, dans les pages glacées, j'ai vu un avenir où je ne serais pas défini par les politiques familiales ou les rôles d'enfant. Je serais un homme se redécouvrant en pleine mer, parcourant les côtes et goûtant à la liberté à chaque lever de soleil. Avec un calme délibéré, j'ai refermé le dossier et suis retourné à l'ordinateur portable. J'ouvris une nouvelle fenêtre de navigateur et tapai « Cabine croisière mondiale » dans la barre de recherche. L'écran se remplit d'itinéraires, de dates de départ, de classes de cabine et d'excursions facultatives. Mon pouce accéléra tandis que je parcourais les options, évaluant le coût par rapport à la durée, le confort par rapport à l'aventure. Le chiffre que je vis, 45 000 $, correspondait au chèque que j'avais déchiqueté. C'était étrange, comme si le destin avait récolté l'argent, puis me l'avait rendu avec une invitation. Je me penchai en avant, parcourant les options de paiement, sentant un sourire se dessiner au coin de mes lèvres.
Je repensais à Liam et Aubrey dansant à leur réception, aux larmes de Marissa et aux hochements de tête confiants de Raymond. Il fêterait ça dans une salle vide ou concocterait peut-être une alternative de dernière minute. Leur drame se déroulerait sans moi, et c'était normal. J'introduisis les détails de ma carte dans le formulaire, les doigts immobiles, et je cliquais sur « Confirmer la réservation ». Une fenêtre de confirmation apparut, indiquant le numéro de réservation et l'attribution de la cabine. Pont 5, milieu du navire, cabine 502. J'expirais et fermais l'ordinateur portable. Le clic-frais résonnait dans la pièce silencieuse. Debout, j'ai étiré mes jambes, la tension dans mes épaules s'estompant tandis que je marchais vers la porte coulissante en verre. Dehors, le jardin baignait dans le clair de lune, les plants de tomates se courbant doucement dans la brise nocturne. J'ai ouvert la porte et suis entré sur la terrasse. Les planches de bois fraîchissaient sous mes pieds. J'ai écouté le doux murmure d'un hibou au loin et j'ai ressenti une paix profonde. Le monde était vaste et je m'apprêtais à découvrir ses merveilles. Personne ne pouvait me désengager de ce voyage. J'ai levé les yeux vers le ciel, une tapisserie d'étoiles scintillant dans l'obscurité veloutée. À cet instant, j'ai ressenti une gratitude inattendue pour le texte même qui m'avait blessé. Il avait brisé le récit que je connaissais et ouvert la voie à une histoire de ma propre création. J'ai fermé la porte coulissante derrière moi et me suis appuyé contre le cadre, laissant l'air frais m'envahir. La perte persistait, certes, mais sous elle se trouvait le fondement solide du choix. Je n'avais pas fait de scène. J'avais fait un choix. De retour à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et l'ai bu lentement, savourant la clarté qui s'offrait à chaque gorgée. Mon reflet dans la vitre m'a regardé. Un homme qui avait aimé intensément, qui avait tout donné, et qui apprenait maintenant à s'aimer lui-même. Demain, je commencerai à faire mes valises. J'appellerai Gloria à l'agence de voyage pour confirmer les détails. Mais ce soir, je m'assiérai à cette table sous cette douce lumière et me laisserai bercer par la promesse de l'horizon. Je me suis glissé dans le fauteuil où j'avais autrefois regardé mon fils grandir, l'espace vide à côté de moi, un rappel que certaines blessures sont profondes. Pourtant, dans ce vide, j'ai trouvé une toile qui n'attendait que d'être remplie de nouvelles couleurs. Coucher de soleil à Santorin, étal de marché à Marrakech, aube à Dubravnik. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai accueilli le silence, non pas comme une absence, mais comme un potentiel. Le monde m'attendait, et j'étais prêt. Je suis arrivé à l'agence de voyage un jeudi matin ensoleillé. Le trottoir menant à la porte de Gloria était tacheté de mouvements. Ombre de palmiers ondulantes. J'étais passé devant cette boutique des centaines de fois au fil des ans. Sa vitrine regorgeait de brochures sur papier glacé promettant des retraites paradisiaques et des vacances de rêve. Autant de choses que j'avais autrefois considérées comme des luxes inaccessibles. Aujourd'hui, cependant, la perspective d'une évasion me semblait moins une indulgence qu'une nécessité. J'ai pris une grande inspiration d'air humide, lissé ma chemise et poussé la porte. La petite cloche au-dessus de ma tête sonnait comme un message de bienvenue. À l'intérieur, des cartes et des atlas étaient alignés au mur, et l'odeur du café frais flottait dans l'air. Gloria se tenait derrière le comptoir poli, ses cheveux auburn tirés en arrière, soigneusement lustrés. Quand elle m'a vu, son visage s'est éclairé d'un sourire chaleureux qui a plissé le coin de ses yeux bleus. « Bonjour, Monsieur Monroe », a-t-elle dit d'une voix aussi réconfortante qu'une chanson préférée. De retour pour plus d'aventures ? Je lui ai rendu son sourire, même s'il me semblait un peu bancal. Mi-excitation, mi-appréhension. En fait, j'ai commencé à faire glisser le dossier d'immigration sur le comptoir. J'aimerais réserver la croisière autour du monde dont nous avons parlé. Je la vis hausser légèrement les sourcils de surprise. Elle hocha la tête et ouvrit un carnet d'itinéraire. Europe, Afrique, Asie, Amérique du Sud, dit-elle en tapotant la page avec son stylo. 6 mois, 32 escales. Tu voulais une cabine avec vue sur l'océan sur le pont 5. C'est ça, confirmai-je en m'appuyant contre le comptoir pour me stabiliser. Dans ma poche, mon téléphone vibrait à cause des appels sans réponse de Marissa et Liam. L'écran lumineux semblait se moquer de moi. Papa, que se passe-t-il ? J'avais ignoré ces messages. Ici, dans cette boutique remplie de départs plutôt que d'obligations, je sentis le poids de ces appels sans réponse s'envoler de mes épaules. Gloria m'observa un instant, puis sourit pensivement. Cette croisière va changer ta vie, dit-elle. Tu verras le coucher de soleil sur Santorin, tu arpenteras les colonnades d'Athènes à l'aube,
tu goûteras à la cuisine de rue à Bangkok et tu danseras sous les étoiles à Rio de Janeiro, et tu partiras le 24 juillet, un jour avant le mariage. Ma poitrine se serra. J'imaginais la chapelle blanche, les rangées de chaises, l'allée sans moi. Puis je repensais à cette croisière. Des vagues bleues s'étendant à l'horizon. Chaque nouveau port, une promesse de liberté. J'acquiesçai. C'est parfait. Elle tapota quelques touches de son clavier et fit pivoter l'écran vers moi. Le coût total s'afficha en haut, 45 000 $. Le même montant que celui que j'avais prévu pour Silverwood Hall. Lorsque je pris mon portefeuille, mes doigts restèrent fermes, même si mon cœur battait fort. Je tendis ma carte de crédit et Gloria procéda au paiement avec une aisance éprouvée, l'air respectueux. Tandis qu'elle imprimait la confirmation, je parcourus la boutique du regard, découvrant les rangées de brochures épinglées au panneau. Merveille de Galopago, réservée dès maintenant. Odyssée méditerranéenne vous attend. Expédition aurore boréale. Chacune d'elles me semblait une fenêtre ouverte sur une histoire que j'étais enfin prête à vivre. Gloria glissa le paquet de croisière sur le comptoir, une enveloppe élégante aux lettres dorées en relief. La cabine, dit-elle, est au milieu du navire, du côté bâbord. Vous aurez une vue directe sur l'océan, peu de mouvement et beaucoup de soleil. Elle marqua une pause, comme pour jauger ma réaction. Vous l'avez bien mérité. Je la remerciai, la voix tremblante d'une émotion inattendue. Devant la porte, la lumière matinale semblait presque festive. Le monde soudain se colorait. Je glissai l'enveloppe sous mon bras et entrai dans la journée, la cloche sonnant derrière moi comme un dernier adieu à mon ancienne vie d'obligation. Les jours suivants, je me suis plongé dans les préparatifs avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me rendis au bureau des passeports pour accélérer mon renouvellement, remplissant des formulaires et fournissant des photos prises par une employée sévère qui me demanda de sourire. Authentique, s'il vous plaît, dit-elle. J'achetai de nouveaux bagages qui se fermaient avec des fermetures éclairs fluides et des poches conçues pour tous les besoins de voyage imaginables. Je parcourus des listes de bagages en ligne, cochant l'essentiel, trousse médicale, journaux, vêtements légers, adaptateurs pour prises étrangères. Chaque article que je rangeais dans ma valise me semblait à 2 doigts du texte qui m'avait banni. Tu ne t'entendrais pas avec mon beau-père et ma mère. Ces mots résonnaient dans mon esprit, mais ils étaient maintenant accompagnés du bourdonnement des vagues que j'entendais sur le pont 5. Les rires d'inconnus devenus amis, et l'excitation de découvrir des endroits dont je n'avais jamais rêvé. La veille du départ, j'étais assise sur mon lit, entouré de valises ouvertes et de guides. La pièce était encombrée de traces d'aventure imminente. J'ai passé ma main sur le dos rugueux du guide de la Thaïlande, j'ai tracé les dunes sculptées par le vent au Maroc sur une brochure brillante et j'ai souri à la carte postale des chutes Victoria. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Un homme plus âgé, certes, mais dont les yeux brillaient encore par l'espoir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, trop impatiente de m'attarder sous les couvertures. J'ai enfilé des vêtements confortables. Un jean, une chemise douce, une veste légère, et j'ai vérifié mes poches, mon passeport, mes billets, mon portefeuille, mon téléphone. Tout ce dont j'avais besoin pour la suite se trouvait dans mon bagage à main. Je suis monté sur le porche et j'ai inhalé l'air frais et brumeux du début de l'été. Au loin, un coup de sifflet de train résonna, une chanson solitaire qui correspondait à mon humeur, un mélange d'adieu et d'anticipation. J'ai verrouillé la porte d'entrée et glissé la clé dans ma poche. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil à la maison, l'endroit où j'ai versé tellement d'amour et de travail pour un mariage qui se produirait maintenant sans moi. Je ne ressentais pas de colère. J'ai ressenti quelque chose de plus fort. Soulagement. Le soulagement que je m'étais sauvé d'une journée de rejet et de soulagement que j'étais sur le point d'embrasser une vie de découverte. Le moteur a commencé avec un rugissement familier, et je me suis arrêté dans la rue calme, en direction de l'aéroport. À chaque mile, la tension s'est retirée de mes épaules. Ma playlist a mélangé un air optimiste, quelque chose que j'aurais roulé des yeux il y a un mois. Maintenant, cela ressemblait à un hymne personnel. Alors que l'horizon de la ville passait devant ma fenêtre, j'ai réalisé que je ne m'enfuyais pas. Je courais vers quelque chose. De nouveaux horizons, de nouvelles histoires et une version de moi-même pas définie par les attentes de quelqu'un d'autre. Liam ne m'avait pas invité de sa table. J'avais réservé une place à la table grande ouverte du monde, et j'avais hâte de goûter tout ce qu'il avait à offrir.
L'air du matin était frais et croustillant lorsque je suis entré dans ma chambre et j'ai étudié le chaos de l'emballage. Ma valise était ouverte sur le lit, son tissu sombre se froissait et usait, attendant d'être rempli de couches de vêtements qui me transporteraient à travers les continents. Autour, des tas de chemises soigneusement pliées, un pantalon de voyage léger et des guidons gênaient le sol. Je m'arrêtai un instant, respirant le calme qui s'était installé sur ma maison depuis que le texte résonnant avec le rejet. Vous ne vous entendriez pas avec mon beau-père et maman. Ce message avait rompu les liens, mais il n'avait pas fait taire le désir de découverte de mon cœur. J'ai ramassé un journal usé que j'avais acheté sur un coup de tête dans une gare il y a des années et je me suis retourné sur une page vierge. Pendant longtemps, les pages étaient restées vides. Mais aujourd'hui, j'avais l'intention de les remplir avec les sons des villes étrangères et le paysage des rives lointaines. J'ai écrit la date en haut, le 23 juillet 2025. Demain, je mettrai les voiles. Chaque mot se sentait comme une promesse. J'embrasse l'inconnu. Je chercherai l'amitié au-delà du sang. J'apprendrai à compter sur moi-même. L'écriture de ces affirmations a stabilisé mon pouls, me souciant avec une détermination calme. J'ai tourné mon attention vers la valise et sélectionné le premier élément, une chemise blanche croquante, douce et respirante. Je me suis souvenu du nombre de fois que j'avais porté à des événements familiaux dans une tentative féodale de paraître présentable le jugement de Raymond. Maintenant, comme je l'ai placé dans les bagages, c'était comme perdre une vieille peau. Viennent ensuite les pantalons de voyage. Assez robustes pour de longues journées d'errance, assez légères pour rouler fermement. Entre chaque vêtement, j'ai glissé des copies imprimées de mes documents de croisière et des réservations d'hôtel, en veillant à ce que j'aurais toujours accès même si la batterie de mon téléphone mourait. Mon esprit est passé à cet après-midi lorsque le dernier chèque est resté inactif sur mon bureau. Je l'avais déchiré en 200 rencaires, mais avec une sombre satisfaction, comme si récupérer mon agence. Aujourd'hui, j'ai récupéré plus que de l'argent. J'ai récupéré de l'espace dans ma propre vie. Le bourdonnement du climatiseur a rempli le silence alors que je roule mes chaussettes et les ai placées dans une poche de voyage à fermeture éclair. Chaque petite décision, quoi apporter, quoi laisser derrière, se sentait monumentale, comme s'il s'agissait de briques construisant une nouvelle fondation sous mes pieds. Sur la table de nuit. La petite boîte en cèdre qui maintenait autrefois le chèque maintenant stockait des moments. Une serrure des cheveux de Liam de sa première coupe de cheveux. Un talon de billet de notre soirée cinéma au drive-in. Une fleur pressée du banc de jardin où nous rions sous un ciel d'été. J'ai soulevé le couvercle et examiné ces reliques d'un passé qui m'avait façonné. J'ai hésité avant de fermer à nouveau la boîte, reconnaissant que pendant que ce chapitre se terminait par la douleur, il m'avait également offert des souvenirs que personne ne pouvait effacer. J'ai vérifié mon téléphone pour les messages. Toujours rien pour Marissa ou Liam au-delà du barrage précédent d'appels sans réponse. J'ai choisi de ne pas répondre. Le silence, j'ai décidé, était ne pas se rendre, mais l'autopréservation. J'ai compris maintenant que les relations nécessitaient un respect mutuel et des efforts, et là où ceux-ci étaient absents, le silence a dit plus de vérité que toutes les excuses. Avec cette pensée, j'ai placé mon téléphone dans ma poche et j'ai ramassé un sac de toilette en cuir bien usé. À l'intérieur, j'ai organisé mes éléments essentiels. Brosse à dents, dentifrice, rasoir, mini-shampoing et un flacon de cologne que je portais rarement. Le parfum était cèdre et agrumes, un rappel que je montais dans le monde avec un but et une dignité. Je m'arrêtais à la fenêtre et regardais par-dessus l'arrière-cour. La plante de tomate se tenait debout sous le soleil de fin d'après-midi, comme si j'attendais que je revienne. J'ai ressenti une pointe de désir, mais elle a été rapidement dépassée par une résolution régulière. J'ai fermé le rideau et je me suis retourné dans la pièce. Chaque article plié, chaque nécessité emballée portait un sentiment d'anticipation. Contrairement aux nuits agitées auparavant, j'ai dormi sur ces préparatifs plutôt que de me lancer dans l'inquiétude. Je me sentais ancré par les choix que j'avais faits. Ce soir-là, j'ai appelé Gloria pour confirmer la croisière détail une dernière fois. Sa voix joyeuse crépitait à travers la ligne alors qu'elle me rappelait d'arriver au port à 100 heures. Le lendemain. Elle a demandé si je voudrais aider à réserver une excursion à terre à Santorin ou à organiser l'hébergement avant la croisière. J'ai refusé poliment. Je voulais arriver avec un espace pour que la spontanéité erre sans un programme au-delà de la curiosité. Juste le billet de croisière, je lui ai dit, et je verrai où le vent me mène. Elle gloussa chaleureusement et promettait d'avoir mes billets et mes documents d'embarquement prêts pour le ramassage au terminal. Quand j'ai raccroché.
j'ai réalisé que je n'avais pas versé une seule larme. Cette prise de conscience m'a surpris. Le chagrin était toujours là, une douleur subtile sous la surface, mais elle ne m'a plus défini. À sa place a fleuri la possibilité. Mon cœur avait de la place pour le chagrin et pour l'espoir, pour le revoir et pour de nouveaux hello. J'ai décidé de marquer le moment. J'ai récupéré un petit morceau de craie du bac des fournitures d'art et je suis sorti sur le patio. Les planches en bois étaient chaudes sous mes pieds nus. Je me suis agenouillé et gravé 3 mots sur les tables du porche. Ici je commence. Les lettres se sentaient légèrement bancales, mais leur signification était ferme. Je me suis tenu, je me froissant les mains contre mon jean et j'ai regardé cette simple déclaration, lui permettant de s'enfoncer dans mes os. Alors que le crépuscule s'installait, je me suis assis dans le banc de jardin, le trait un Liam et moi avions construit ensemble. Les lucioles clignotent autour de moi, et le ciel se tourna comme une lavande douce. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les bruits de nuit me laver. Le bruissement des feuilles, le bourdonnement lointain du trafic, la réalisation que la vie avance, que je choisis de suivre ou de rester derrière. J'ai choisi de suivre. À l'intérieur, j'ai placé le couvercle sur la valise et j'ai cliqué sur les verrous en place. C'était solide, un navire pour mes biens et ma résolution. J'ai emballé le journal et épinglé dans mon sac à dos avec un roman que j'avais toujours voulu lire. Mon passeport s'est glissé facilement dans la poche avant. Tout était comme il se doit, prêt. Avant d'éteindre les lumières, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans la pièce qui avait été témoin de tant de mes années, dont certaines joyeuses, certaines douloureusement doux amères. J'ai chuchoté dans l'obscurité, merci. Pas pour le rejet, mais pour me rappeler que la vie offrait des chapitres au-delà de ceux que nous imaginons. Sur ce, je me suis heurté à la porte d'entrée et je l'ai fermée derrière moi. En entrant dans un avenir, j'écrivais avec chaque lever de soleil sur un nouvel horizon. Cela a commencé par un tremblement dans ma poche. Mon téléphone vibre si avec insistance que j'ai presque laissé tomber ma tasse de café. Le premier identifiant de l'appelant a flashé Marissa Gaines, son nom une piqûre familière. J'ai répondu sur le deuxième anneau. Marcus, elle a craché, sa voix enseignait avec colère. Que pensez-vous que vous faites? J'ai écouté alors qu'elle secouait les accusations. Abandon, trahison, cruauté. Ces mots venant assez vite pour étouffer toute tentative que je pourrais faire pour expliquer. J'ai tenu le téléphone à la longueur des bras, remarquant la lumière du matin attrapant des mosses de poussière dans l'air et pris mon premier souffle délibéré, Marissa mesurait lentement. J'ai commencé mon ton calme. Vous m'avez demandé de ne pas assister au mariage. J'ai respecté ça. J'ai aussi marché loin des finances lorsque vous et Liam m'ont demandé de le faire. Sa voix se leva une octave, stridente et incrédule lassée. Vous ne pouvez pas vous éloigner de cela. Vous avez promis d'aider. Elle aboya. J'ai ressenti un scintillement de regret, une habitude ancrée d'apaisement, mais je me suis rappelé que c'était leur décision, leurs frontières. Je les avais simplement honorés. J'ai terminé l'appel doucement, promettant seulement que j'espérais qu'il réglerait les choses. Pas de menaces, pas de récriminations, juste une fermeture tranquille. La ligne est devenue morte et je laisse le silence me laver. Avant qu'il ne puisse s'installer entièrement, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Raymond cette fois. Son ton a été coupé et dédaigneux. Permettez-moi de faire tout droit, a-t-il dit, arpentant ses chiffres. Vous financez le globe trottant au lieu du mariage que vous avez accepté de financer. Je pouvais pratiquement le voir se pencher sur son téléphone, le front plissé. Oui, j'ai répondu calmement. C'est correct. Toi et Marissa ont dit que je n'étais pas le bienvenu. Je l'ai honoré. Il a bafouillé un instant, la voix virant entre l'incrédulité et la fureur. Ses paroles ont été plus profondes que ce à quoi je m'attendais. Accusation d'égoïsme, d'irresponsabilité, voire de lâcheté. Le bruit secoua le silence autour de moi comme un orage contre une fenêtre en verre. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé l'horizon qui m'attendait. Au saphir, ponts ouverts, lever du soleil sur des rives lointaines. Cette vision m'a stabilisé. Quand j'ai finalement raccroché, mon écran de téléphone affiche une rangée d'appels manqués. Marissa, Raymond, puis un autre numéro inconnu qui s'est avéré être celui de Liam. Mon cœur a réussi à réfléchir à l'opportunité de répondre. Une partie de moi voulait se cacher, laisser le barrage de leurs appels me rappelle à quel point j'étais mécompte. Une autre partie savait qu'il était temps pour la clarté finale. J'ai tapoté le nom de Liam, me préparant pour la tempête de l'émotion que j'évitais.
Sa voix est passée, urgente et jeune. Papa, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout ruiné. Je pouvais entendre l'agitation du mariage derrière lui, un murmure d'invités, la musique se réchauffant, distant tintement des flûtes de champagne. L'image a fait resserrer ma poitrine. Je me suis étudié. Liam, j'ai dit, tu m'as dit que tu ne voulais pas que je sois impliqué dans le mariage. Vous m'avez demandé de ne pas être là. Il y a une différence entre ne pas être là et ne pas le payer. Il a riposté, la voix craquant. Vous avez promis. Ses paroles se sont cassées alors que les larmes fassent surface. Je l'ai entendu inspirer comme s'il reconstituait le courage. J'ai fermé les yeux, ressentant la douleur de l'amour d'un père reconnaissant la douleur de son fils. Liam, dis-je doucement, je promets de vous soutenir, mais le soutien ne signifie pas financer un jour où ma présence n'est pas bienvenue. Je promets de vous soutenir, de ne pas rester dans le coin de votre célébration en tant qu'invité que vous ne voulez pas, un silence étiré, rempli uniquement par des bruits étouffés des préparatifs de mariage de Liam. Puis, il a chuchoté avec incrédulité. Je l'ai simplement accepté. Ses prochains mots étaient un murmure de trahison et de mal. Je ne peux pas croire cela, a-t-il dit. Vous êtes égoïste. Tu fais ça à propos de toi. J'ai ressenti une pangle de chagrin, voyant son cœur blessé au-delà de l'indignation. Mais j'ai aussi reconnu que sa colère provenait de la peur, d'un monde qui change soudainement de ce sens. Respectez ce choix. J'espère qu'un jour vous comprendrez. J'ai terminé l'appel et j'ai regardé le téléphone, sentant le poids du moment s'installer dans ma poitrine. Leur réaction, la fureur de Marissa, le mépris de Raymond, le chagrin de Liam étaient douloureux, mais ils étaient leur réaction, pas la mienne. Chaudeur sur mon visage. Tant de décession et dans la épande de renoncement. Par une. Vérité tranquille. Les promesses les plus importantes sont celles que nous tenons pour nous. Le matin après les appels téléphoniques, je me suis réveillé à un silence si profond qu'il ressemblait à un vide. La maison était toujours, les stores tracés contre le soleil levant, je ne pouvais plus supporter de faire face. Je me suis déplacé dans les chambres avec des étapes prudents, à moitié attendant des messages vocaux furieux ou des textes non lus exigeants. Il n'y en avait pas. Leur colère s'était passée dans la rafale des appels antérieurs. Mais maintenant, une suite creuse s'attarda. Une invitation a été renvoyée et de l'argent redirigé, ne laissant que le silence d'absence dans son sillage. En milieu d'après-midi, la parole de l'équilibre impayé avait atteint la famille élargie. Mon cousin Carla, qui était censé donner le toast de bienvenue, m'a appelé en larmes. Marcus, tout le monde est confus, dit-elle, la voix tremblant. Il refaisait le tableau des sièges, en déplaçant des tables, essayant de trouver des sponsors last minute. C'est le chaos. J'ai placé une main sur le récepteur, imaginant les voix à l'autre bout en brouillage comme des oiseaux surpris. Je voulais lui dire que c'était ce que j'avais choisi, que je préfère voir l'ordre du rendement à la spontanéité que de me rétrécir pour s'adapter au plan de quelqu'un d'autre, mais j'ai simplement chuchoté, je suis désolé, Carla. J'espère que cela fonctionne. Ce soir-là, j'ai appris que le lieu avait entièrement bouché. L'élégant Silverwood Hall avait été remplacé par une salle de conférence à l'hôtel exigu sur la route. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Des chaises de pliage en plastique, une bannière à la hâte, une table de buffet où les invités secouaient pour la nourriture qui s'est déroulée avant que tout le monde ne se fasse des albums et des démons. Les cousins posent maladroitement pour les photos devant une draperie bon marché. Ils vous blâment pour tout. J'ai regardé les mots, mon pouce planant sur le clavier. Je pouvais répondre avec une défense avec des rappels pointus de leur propre choix, mais à la place, j'ai relu les mots et je me suis senti une douleur tranquille pour eux tous. Personne ne m'avait demandé le chèque en deux. Hôtel. Scène derrière. La vie était plus simple et le poids sur mes épaules n'était que la large sangle en cuir de mon étui de guitare. Je n'avais pas joué depuis des années, mais je me suis souvenu du sanctuaire que ces stands faiblement éclairés offraient. Un endroit où les seules attentes étaient musicales, et le seul invité d'honneur était la mélodie elle-même. J'ai ouvert la porte et j'ai été accueilli par la brume familière de la fumée et le faible murmure de conversation. Le barman, un homme plus âgé du nom de Hank, leva les yeux et leva un sourcil. « Vous n'êtes pas sur la liste » a-t-il dit doucement, hochant la tête vers la rangée de tables réservées remplies de débordements de mariage. J'ai haussé les épaules et j'ai pris le tabouret à côté de lui. « Je suis juste là pour la musique » murmurai-je. Quelques instants plus tard, le groupe de maison a pris la petite scène. Un saxophone gémit,
suivis de accords de guitare qui glissaient dans l'air comme de la soie. J'ai écouté, fermant les yeux et laissant les notes me laver. Quelqu'un à une table à proximité a fait un signe de la chanteuse. Un ami d'un ami qui assiste au mariage. Elle a fait un clin d'œil et cria « Eh, ravi de te voir ici ». J'ai forcé un signe de tête polie, mais mon attention est restée sur la musique. Je pourrais presque goûter la liberté dans chaque phrase, le staccato du kit de batterie, le cri cuivré de la trompette, le grondement doux de la basse droite. À ce moment-là, j'ai ressenti une parenté avec chaque musicien jouant sa vérité sur cette petite scène. Alors que l'ensemble se terminait, je m'attardais, soignant un bourbon qui a réchauffé mes mains et mes pensées. J'ai pensé à la danse de Liam sans moi, aux excuses silencieuses de Marissa à huis clos, de la satisfaction suffisante de Raymond de m'avoir éloigné. Mais ici, parmi les étrangers de Sonne, je ne ressentais aucun jugement, seulement l'honnêteté embrassante de la performance en direct. J'ai sorti mon téléphone et tapé un bref texte à Carla. Dites-leur que je pense à eux. Pas de rancune, l'amour. Je l'imaginais de le lire, se réconfortant dans ces mots, même si elle ne se sentait pas sûre. Quand j'ai quitté le bar, la lune s'était levée, peignant la rue en lumière argentée. J'ai inhalé profondément, goûtant l'air nocturne alors qu'il se mêlait à de faibles échos de sax et de rires. Le mariage était devenu une histoire édifiante. La façon dont une décision a percuté l'extérieur, des attentes imprévues et des lignes de faille révélatrices dans les relations. Mais cela a également révélé une autre vérité que la perte peut donner de l'espace pour des joies inattendues. Ma perte a été leur chaos. Mon gain était le monde qui se déroulait au-delà de ces cordes de velours. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres vers le bas, laissant la brise refroidir mon visage alors que la voiture suivait les rues vides. L'itinéraire habituel a contourné le centre de conférence. J'ai résisté à l'envie de regarder en arrière. Mon rétroviseur affichait ma propre réflexion, un homme non défini par l'absence, mais par des choix. J'ai réalisé que les nuits comme celle-ci auraient autrefois hanté avec Watif. Maintenant, les IFS scintillent comme des possibilités. Et si je trouvais une nouvelle passion sur un rivage lointain? Et si j'apprenais une langue que je n'avais jamais parlé? Et si je découvrais que les chapitres écrits par d'autres parlent par rapport à ceux que j'ai écrits moi-même? Tirant dans mon allée, j'ai décollé des phares et je me suis assis pendant un moment dans l'obscurité, les échos de la musique live qui s'attardaient encore dans mes oreilles. J'ai atteint mon téléphone et ouvert mon application de journal, écrivant les lignes finales de ma journée. Ils ont construit un mariage sans moi. J'ai été témoin de son démêlage de loin. Mais ici, à la suite de leur choix, j'ai trouvé ma propre symphonie. Imparfait, inattendu, entièrement le mien. J'ai clôturé le journal et je suis sorti de la voiture. La nuit soudainement vivante avec possibilité. La maison se tenait derrière moi, silencieuse et toujours, plus une scène pour mes sacrifices. Devant un horizon que je n'avais pas encore exploré, un monde qui m'embrasserait sans aucun doute. J'ai verrouillé la porte et me suis tourné vers l'avenir. Pas sûr et cardiaque déchargé. Le mariage avait été un test final d'appartenance. Je l'avais échoué selon leurs conditions, mais je l'ai passé par la mienne. Et dans ce décès, j'ai découvert que la vraie célébration commence lorsque vous honorez votre propre histoire. Je me tenais sur le pont du navire alors que l'aube s'est déroulée dans des rubans de rose et d'or. L'horizon. Les dernières traces persistantes du Portugal se décollant dans la mémoire derrière moi. La mer s'étendait dans toutes les directions, une toile sans limite qui a supplié d'être explorée. Une brise portait la saveur de celle de rives lointaines, et j'ai fermé les yeux, respirant profondément, ressentant la douleur des trahisons passées desserrées dans ma poitrine. L'allumage doux du navire sous mes pieds apaisait la tension que j'avais transportée pendant des mois. Les échos de textes blessants et d'appels téléphoniques en colère se dissipant à chaque vague en crête. À ce moment-là, j'ai ressenti une simple joie. J'étais exactement là où j'étais censé être. En dessous du pont, Cabin 502 était un refuge confortable que j'avais choisi pour ses fenêtres étendues et son mouvement minimal. Le lit confortable, vêtu de drap blanc croustillant, m'a fait signe de promesse de nuit reposante. Un petit bureau d'écriture tenait l'itinéraire laminé pour la croisière, mais mes yeux s'attardaient à la place sur le carnet vierge que je gardais pour les pensées et les croquis. J'ai passé mes doigts sur sa couverture en cuir, ressentant le poids de pages vierges qui seraient bientôt remplies. J'ai imaginé des cartes de chandelles de coucher de soleil et de notes cursives sur la rue Musicien, la courbe des montagnes lointaines griffonnées aux côtés de recettes pour des ragoûts exotiques. C'était un nouveau type de grand livre, qui mesurait l'expérience plutôt que les dépenses. Chaque matin,
je me levais tôt pour me tenir sur le pont et regarder le soleil grimper au-dessus du sillage, peignant l'eau en feu fondu. Les passagers ont émergé en petites grappes, à la vapeur à la main, leurs expressions teintées de la même admiration que je ressentais. Nous avons échangé des hochements de tête et parfois des mots, des salutations du matin et des accents que je ne reconnaissais pas rire sur une admiration partagée, une compagnie tranquille dans notre émerveillement mutuel. J'ai réalisé que le lien ne nécessitait pas des antécédents partagés ou une obligation familiale. Il pourrait déclencher des étrangers liés par la beauté du moment. Une femme du Brésil nommée Anna m'a offert une tasse de café riche un matin, et j'ai accepté avec gratitude. Ensemble, nous avons regardé l'horizon glauc, échangeant des histoires sur les raisons pour lesquelles nous avions entrepris ce voyage. Certains pour la célébration, d'autres pour s'échapper et beaucoup simplement pour la curiosité. Notre premier arrêt a été Lisbonne, où les bâtiments aux teintes pastel de la ville ont coulé des collines en terrasse jusqu'au bord de la rivière. J'ai débarqué et erré des rues pavées étroites. Chaque tour révélant des églises couvertes de carreaux, des balcons ornés et des souches lointaines de la musique de pair. Un vendeur local m'a offert un donatada pastel chaud, et je me tenais près de l'eau alors que la pâte de crème feuillette fondait sur ma langue. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais à bout, comme si chaque miette de cette pâtisserie représentait une petite victoire sur le chagrin passé. J'ai pris une photo, un cadre simple de la rivière Té et de ma veste en cuir usé et je l'ai glissé dans mon journal sous-titrant Le premier goût de la liberté. À Cuti, en Espagne, j'ai rejoint un petit groupe pour une visite à pied qui nous a conduits à travers des forteresses anciennes et des places Saint-Lay. Notre guide, un historien avec une passion contagieuse, a décrit le passé en couches des empires maritimes et des échanges culturels de la ville. J'ai écouté, fasciné et ressenti une envie pour sa dévotion à la narration. Mais j'ai réalisé que ma propre histoire se déroulait, un chapitre par appel de port. J'ai demandé des questions, se sont engagés dans des discussions et ont constaté que la curiosité a comblé tout écart perçu entre les touristes et locaux. Lorsque le groupe s'est arrêté dans une tour de guette, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la brise marine emporter des restes de doute, confiant que chaque nouveau port m'apprendrait plus sur le monde et moi-même que n'importe quel mariage. Au moment où nous avons atteint Gibraltar, je naviguais à travers les tunnels calcaires des roches, regardant Barbary McCock qui m'a regardé curieusement de leur achat. Leur audace m'a rappelé mon propre courage renaissant. Intrépide face à l'incertitude, prêt à embrasser l'inconnu. Lorsque le navire a mis les voiles pour Tanger, je me suis tenu sur le pont, sentant la transition de l'Europe vers l'Afrique dans le ciel changeant et les aromomes changeants du vent. J'imaginais Liam debout dans une salle de conférence exiguë à la maison, et une chaleur douce a remplacé la colère. J'avais échangé cette scène contre ses vues, les couchers de soleil sur la ligne droite de Gibraltar. La promesse de nouveaux horizons de chaque côté. À Tanger, le labyrinthe et les ruelles de la Médina ont fait signe avec des marchés kaléidoscopiques d'épices, de textiles et de bijoux en argent. Un commerçant du nom de Hassan m'a invité à essayer le thé de la menthe dans sa cour ornée de carreaux de mosaïque. J'ai siroté la douce infusion, son curling cuit à la vapeur comme les fantômes dansant, et j'ai écouté son histoire de traditions familiales qui ont duré des siècles. Ces paroles seront une tapisserie d'appartenance enracinée non pas dans le sang mais dans la culture partagée et les rituels quotidiens. J'ai réalisé que l'appartenance pouvait être autant sur le respect mutuel et la curiosité que les liens héréditaires. J'ai acheté un petit plateau en laiton inscrit avec des modèles géométriques, un souvenir pour ce nouveau sens de la communauté. Les jours se sont brouillés dans un collage glorieux de petits déjeuners au lever du soleil sur le pont, des conversations impromptues avec des autres voyageurs et des moments solitaires, regardant le ciel ouvert, je me tenais sous le ciel nocturne africain à Casablanca, les lumières de la ville scintillant comme une galaxie éloignée, et émerveillé à la façon dont une vie très différente pouvait être la nécessité de l'approbation. À Monte-Carlo, j'ai regardé des yachts élégants bob contre les quais de néon, et j'ai réfléchi à la façon dont j'avais autrefois cru la richesse et le statut défini. Maintenant j'ai trouvé de la valeur dans la monnaie simple de connexion authentique, partager des sourires avec un pêcheur à Marseille, des rires avec une famille de 4 personnes à Barcelone, des hochements de tête échangés avec un routard solo à Istanbul. Alors que la croisière se précipitait vers ses derniers arrêts, les terrasses blanchies à la chaux de Santorini, les ruines antiques d'Athènes et enfin les canaux de Venise, j'ai ressenti une transformation aussi profonde que tout ce que j'avais vécu depuis des décennies. Mon journal rempli de croquis de Gondila et de fragments de conversation en grec et en italien. J'ai embrassé la nature non scénarisée des voyages, en apprenant que les moments les plus significatifs sont souvent arrivés à l'improviste. Une invitation spontanée à dîner par un groupe de musiciens à Dubravnik. Une pause tranquille pour admirer une fresque à Ravna. Un lever de soleil partagé en haut de l'acropole avec un ingénieur de Nouvelle-Zélande.
Chaque rencontre a été un témoignage de ma capacité d'adaptabilité et d'émerveillement. La dernière soirée, alors que le navire naviguait sous le crépuscule vénitien, je suis monté sur le pont supérieur pour un dernier aperçu de canaux enroulés entre des palais majestueux. L'eau la lampe à lampe réfléchit comme des bijoux dispersés, et l'odeur de basilic frais se mêlait à l'air marin. J'ai fermé les yeux et laissé le bourdonnement des moteurs pulser à travers moi, un rappel constant du voyage que j'avais entrepris. Ce voyage m'avait livré à travers les océans et à travers les ports. Mais plus important encore, il m'avait guidé vers l'intérieur pour redécouvrir l'homme que j'étais sous les attentes des autres. Je suis retourné dans ma cabine et j'ai ouvert le journal à la première page vierge au-delà de mes affirmations initiales. J'ai passé mes doigts sur les cartes ancrées et les croquis à demi-fin, puis j'ai écrit une entrée finale. Je mets la voile pour échapper à une vie qui ne m'a plus accueilli, seulement pour trouver un monde qui m'a embrassé sans aucun doute. Dans chaque port, j'ai appris que l'appartenance est née de l'ouverture, de la curiosité et du courage d'honorer son propre voyage. Maintenant, avec chaque nouveau lever de soleil, je porte cette vérité en avant. La maison n'est pas un endroit qui se désinvite. C'est partout où je choisis d'arriver. J'ai clôturé le journal, ces pages remplies de souvenirs plus précieux que n'importe quel chèque que j'avais déchiré. Alors que je me rendais dans le sommeil cette nuit-là, le doux mouvement de la mer m'a bercé dans les rêves des inconnus de demain. Je ne suis plus assez HD pour un mariage auquel je ne participerai jamais. Je n'ai plus envie de l'approbation qui n'a jamais été donnée librement. Au lieu de cela, j'ai tenu une carte sans limite des possibilités. Chaque destination est une promesse que mon propre avenir était à moi d'écrire et que j'étais enfin en paix.